Chapitre 8. Un hiver en solitaire. 17 décembre 2002, 12 mars 2003. Ginny se montra satisfaite de la conclusion de l'enquête de Harry. Le jeune homme ne parvint pas à déterminer si c'était la résolution de l'énigme ou le fait qu'il ne viendrait plus sur son territoire qui lui faisait plaisir à ce point. Elle était aussi particulièrement ravie que ce ne soit pas une de ses coéquipières qui s'était rendue coupable de ce sabotage. Harry avait bien compris que dans la grande famille dévouée au Quidditch, il y avait plusieurs statuts. Tout en haut, celui des joueuses dont le bien-être primait sur tout le reste. En dessous, l'équipe administrative et technique comprenant la directrice du club, l'entraîneuse, l'infirmière et la mage-ingénieure. Et bien après, le cuisinier, l'intendante et les 2 femmes de ménage. Que la brebis galeuse vienne de ce dernier groupe ne bousculait pas l'ordre établi. Il se garda de faire le moindre commentaire, toutefois. Cette histoire était terminée et il n'avait pas envie de paraître vouloir interférer dans le monde de Ginny. Quelques jours plus tard, au ministère, Janice Davenport lui apprit qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la coupable, Esther Linscott. Le club des Harpies avait souhaité traiter ce malheureux épisode en interne et Fawcett avait accepté de ne pas transmettre le dossier au service de la justice magique. Le soir même, Ginny dit à Harry : « Tu te souviens qu'on avait abîmé mes affaires quand nos fiançailles sont devenues publiques ? » « Oui, » répondit précautionneusement Harry. « Je sais qui c'est et on en a discuté. C'est réglé. » « Ah, tant mieux, » réagit Harry en se félicitant que Valmet ne l'ait pas mêlé à sa confession. « Et Esther Linscott, elle travaille toujours chez vous ? » ?»« Non, elle est partie. Sa remplaçante a 40 ans, elle est mariée et est mère de 3 enfants. Cette fois-ci, Isabelle n'a pas pris de risque. » Harry songea à la liaison entre l'infirmière et le cuisinier, mais ne fit pas de commentaire. Ce n'était plus son problème. Harry retrouva avec plaisir son partenaire habituel, mais ses rapports avec sa coéquipière temporaire avaient évolué. Jadis étiquetée Aurore Senior avec laquelle il avait peu de relations. Elle était devenue collègue avec qui il appréciait de coopérer et ancienne amie d'Andromeda ayant fortement souffert de la Première Guerre. Leurs sourires quand ils se croisaient étaient maintenant cordiaux et non plus simplement polis. Songeant qu'il n'avait que trop repoussé cette soirée, Harry se résolut à écrire à Dudley et Sarah pour les inviter à dîner chez lui en fin de semaine. À cette occasion, il repensa aux sécurités apposées sur sa maison. Bien que dilué, le sortilège de Fidelitas, autrefois lancé par Albus Dumbledore, était toujours actif et continuait à protéger la vie privée de Harry. Le sort anti-transplanage n'avait pas non plus été levé. Harry s'était demandé à diverses reprises s'il ne devait pas le supprimer. Il constituait en effet une entrave à ses allées et venues puisqu'il l'obligeait à utiliser le réseau de cheminettes pour sortir de chez lui. Ne serait-il pas plus simple pour Ginny et lui de se rendre au terrier ou chez Ron et Hermione sans passer par les conduits remplis de suie ? Mais Harry répugnait à l'idée de rendre son foyer plus accessible. La cheminée avait pour avantage d'être réglée de façon à ne permettre l'arrivée que de personnes spécifiques. Le transplanage, s'il n'était pas pratiqué couramment par tous les sorciers du fait de la puissance magique que cela requérait, ouvrait sa maison à tous ceux qui étaient venus au moins une fois. Il en parla à Ginny qui remarqua : « À vrai dire, la seule chose qui me dérange, c'est que nos invités arrivent dans la cuisine. Pour le moment, nous ne recevons que des intimes, mais si nous étendons notre réseau social, les accueillir dans l'entrée ou le salon me paraît plus adéquat. Quand Ron ou Hermione viennent nous voir, c'est un avantage que les elfes les prennent en charge, plutôt que de devoir les faire attendre que nous descendions les rejoindre en attendant la sonnerie. »« Pourquoi ne pas avoir 2 issues ? » demanda Ginny. « L'une pour la famille qui aboutirait à la cuisine et l'autre pour ceux dont nous sommes moins proches. Celle-ci serait complètement bloquée et la première resterait ouverte pour ceux que nous connaissons le mieux. »« Une entrée officielle et une autre de service ? » ironisa Harry. « Tu es un notable, lui rappela sa fiancée. « Bon, pourquoi pas, souscrivit Harry. Alors salon ou vestibule ? » Ils se décidèrent pour l'âtre du hall, qui serait plus facile d'accès aux elfes qui accueilleraient leurs invités si eux-mêmes étaient absents ou occupés ailleurs. Ginny accepta de laisser le sortilège anti-transplanage en place. « Pour le Fidelitas, nous n'avons pas le choix, expliqua Harry. Seul celui qui l'a lancé peut le lever. »« Je sais, mon chéri,
Mais si tu mettais une annonce indiquant ton adresse dans la gazette, ce serait une façon de le contourner, lui opposa Ginny. Et d'attirer chez nous plein d'opportuns. C'est ce que nous voulons éviter, nous sommes d'accord, convint-elle. Harry passa voir le lendemain le département des transports magiques et, sans doute du fait de sa notoriété, obtint un second raccordement dans la journée. Dans son invitation à Dudley et Sarah, Harry précisa ses nouvelles coordonnées. Ce fut donc dans le hall du Square Grimmauld que Ginny et lui accueillirent Sarah qui soutenait un Dudley étourdi par le voyage, crachant ses poumons. Avec retard, Harry se dit qu'il aurait dû les mettre dans le secret et leur indiquer l'arrivée par le Londres moldu. Il aida Sarah à charrier Dudley jusqu'au canapé, puis servit à son cousin un jus de potiron pour qu'il se remette. Le pauvre était manifestement mal en point, car il avala la boisson d'une traite, sans même chercher à identifier ce qu'on lui avait proposé. « J'ai un abominable souvenir de mon premier voyage en cheminée, » raconta charitablement Harry, quand le malheureux eut repris son souffle. « Je me suis trompé de destination, » expliqua-t-il sans réfléchir. « Il peut y avoir des erreurs !» couina Dudley horrifié. « Comme Sarah est passée avec toi, tu ne risquais rien, » tenta de le rassurer Harry. « Cela n'arrive que si on énonce mal l'adresse. »« Attends, je te lance un sortilège de nettoyage ?» proposa Sarah en mettant son projet à exécution. Dudley ne tressaillit même pas, preuve qu'il avait beaucoup progressé dans son acceptation de la magie. Ensuite, Sarah félicita Ginny pour sa récente nomination pour la Coupe du Monde et Ginny lui raconta complaisamment quelques anecdotes sportives au grand ravissement de son invité. Harry en profita pour prendre Dudley à part. « J'ai retrouvé des photos de nos grands-parents. Je suppose que ta mère t'en a montré. Elle n'aime pas trop parler d'eux, mais ce n'est pas comme... Enfin, elle n'a pas honte d'eux. » Il jeta un regard d'excuse vers Harry et celui-ci comprit qu'il devait entendre « Ce n'est pas comme pour toi. » « Je pense qu'elle est trop triste pour les évoquer, » termina Dudley. « Sais-tu quand ils sont morts ?» demanda Harry. « Avant le mariage de mes parents, je crois. Fin 77 ou début 78. C'était le moment de la 7e année de James et Lily à Poudlard. Cela s'était sans doute passé pendant l'année scolaire, car Harry n'en avait pas retrouvé trace dans la correspondance de ses parents, signe qu'ils étaient sous le même toit quand c'était arrivé. « Comment s'appelaient-ils » continua Harry. « Donald et Violette, » informa Dudley. « Tu sais quel âge ils avaient ?»« Non. Je crois qu'ils ont eu une crise cardiaque ou un truc comme ça. » Harry se figea. Crise cardiaque ? N'était-ce pas la cause de décès invoquée par les Moldus quand ils étaient confrontés à des victimes de sortilèges de la mort ? Avait-il été assassiné ? Cela pouvait expliquer la peur que Pétunia éprouvait envers les sorciers. Il déglutit et se força à revenir dans la conversation. « Savais-tu que notre grand-père était philatéliste ?» demanda-t-il à son cousin. « Bien sûr. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Regarde ce que j'ai récupéré. » Harry se leva et alla prendre les affaires qu'il avait descendues au salon en prévision de ce moment. Il laissa Dudley feuilleter l'album de timbres et examiner les photos. « Ça, ce sont les parents de la mère de maman, » précisa Dudley en montrant à Harry la photo la plus ancienne qui représentait un couple. « Davis et Rose, si mes souvenirs sont bons. Elle, continua-t-il en pointant l'autre cliché avec la femme en noir, c'est la mère de Rose. Je ne me souviens plus trop de son nom. Flora, peut-être. Maman a toujours parlé d'elle en disant grand-ma. Comment as-tu récupéré tout cela ?» Harry expliqua à Dudley comment ses parents avaient laissé à la banque toute leur richesse et ce qui comptait à leurs yeux quand ils avaient commencé à être pourchassés par Voldemort. « Cette maison ne leur appartenait pas ?» s'enquit Dudley en montrant la pièce d'un vaste mouvement du bras. « Non, j'en ai hérité de mon parrain. Celle où vivaient mes parents a été complètement détruite la nuit où ça s'est passé. » Il se rendit compte que Sarah et Ginny avaient terminé leur aparté et que l'ami de son cousin les écoutait avec un grand intérêt. « J'ai visité Godric Hollow une fois avec une camarade, » lui apprit-elle. « Le cimetière est magnifique au printemps. » Harry ne sut quoi répondre. Il n'avait jamais pensé au sorcier qui allait en pèlerinage là où ses parents s'étaient fait assassiner. Il se souvint cependant toutes les inscriptions qu'il avait lues sur la plaque de sa maison quand il y était passé avec Hermione pendant la guerre, et ce qu'il avait ressenti en voyant tous les messages encourageants que des anonymes y avaient laissés pour lui. Cette idée ne l'aida pas à retrouver contenance. « Que font vos parents » demanda opportunément Ginny. « Ils sont moldus » répondit simplement Sarah. « Mais encore » insista Harry, devinant que cette explication laconique suffisait à la plupart des sorciers. « Mon père est comptable et ma mère est vendeuse dans une boulangerie. » « Et votre frère a fait la même école que Dudley, c'est ça ?» se souvint Harry.
Oui, il est dans une banque aujourd'hui. Et toi, Dudley, ça se passe bien? S'enquit Harry. Je m'ennuie un peu maintenant. J'aimerais évoluer vers une entreprise plus grande. Je lis les petites annonces en ce moment. Un de mes frères aussi travaille dans une banque, intervint Ginny. Chez Gringotts, se fit préciser Sarah. C'est vrai qu'ils emploient des sorciers. Votre banque est moldue, chercha à comprendre Dudley. Non, les banquiers sont gobelins, lui apprit, ou lui rappela Sarah. À l'origine, Bill est briseur de sorts, expliqua Ginny. Il est rentré en Angleterre au tout début de la guerre et finalement y est resté, car il s'est marié et est devenu papa. Sa femme attend maintenant un second enfant. À ce propos, fit Sarah avec un grand sourire, Dudley et moi voulions vous annoncer que nous allons nous fiancer nous aussi. Félicitations, s'écria Ginny en se levant pour embrasser les jeunes gens. Tous mes vœux de bonheur, renchérit Harry sans pour autant oser se réjouir pour Sarah d'entrer dans cette famille. Vous avez déjà eu votre repas de fiançailles, s'enquit Ginny. Non, c'est en cours d'organisation, répondit Sarah tandis que Dudley perdait son sourire. Harry et Ginny s'abstinrent de poser la moindre question, mais Sarah continua sans avoir besoin d'y être invitée. Nous avons un peu peur que ma mère fasse une gaffe en parlant de moi. Mais quelqu'un a bien dû lui dire l'importance de la loi du secret, remarqua Harry, se demandant par la même occasion comment on traitait ce problème avec les parents de sorciers spontanés. Oui, bien sûr, la professeure McGonagall lui a bien expliqué quand elle est venue nous indiquer ce que signifiait ma lettre de Poudlard. McGonagall, répéta Harry. Oh, je suppose que pour vous c'est le professeur Dumbledore qui s'est déplacé, crut comprendre Sarah. Non, moi j'ai eu Hagrid, corrigea Harry. La situation était... spéciale, justifia-t-il en évitant de regarder Dudley. Les souvenirs que son cousin devait avoir de cet épisode n'étaient sûrement pas réjouissants. Il m'a toujours fait un peu peur, avoua Sarah. Hagrid, s'étonna Harry. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Sans doute, mais entre sa taille et sa grosse voix. Voyant que Dudley pâlissait à cette description du gardien des clés de Poudlard, Harry préféra changer de sujet. Vous disiez que vous craignez que vos parents ne révèlent que vous êtes sorcière, recentra-t-il la conversation. Mais pourquoi à cette occasion? Après tout, cela fait une dizaine d'années qu'ils ont pris l'habitude de se taire. Oui, mais normalement, quand ma mère laisse échapper le mot Poudlard ou Préolard, cela ne prête pas à conséquence. Là, cela pourrait être compris par votre oncle et votre tante. Harry admit que c'était un risque. C'est vraiment dommage que nous ne puissions pas dire la vérité, regretta Sarah. Après tout, ils pourraient comprendre. Ce serait une très mauvaise idée, affirma Harry tandis qu'à côté de Sarah, Dudley manifestait énergiquement son désaccord en secouant négativement la tête. Nous aurions aimé vous inviter aussi, continua Sarah d'un ton désolé. Ça, ce serait encore pire, commenta Harry. Dudley faisait peine à voir. Il avait visiblement fait son possible pour éviter d'expliquer la nature des relations entre ses parents et leur neveu. Et la jeune femme était loin d'avoir saisi l'intensité de l'inimitié existant entre eux. Mais merci d'y avoir pensé, dit Ginny pour alléger l'atmosphère. Avez-vous fixé une date de votre côté demanda Dudley. Vu la saison qui se prépare, pas avant l'automne prochain, répondit Ginny. Dis, Dudley, tu aimes le football s'enquit Harry. À la mention de ce sport moldu, Ginny se mit à rire. Harry entreprit d'expliquer ce qui mettait sa fiancée en joie. Il y a un mois, mon ami Ron a été invité par un de ses voisins, un sorcier d'origine moldue, pour voir un match de football. Ron avait un fort préjugé négatif, considérant qu'après avoir connu le Quidditch, rien d'autre ne pouvait l'intéresser. Bref, il nous a rebattu les oreilles pendant 2 semaines à l'idée de devoir y aller par politesse, persuadé qu'il allait s'ennuyer comme un beau truc déterré. Hermione a été ravie quand ça a été le moment, juste parce qu'elle n'en pouvait plus de l'entendre râler. Harry ménagea une pause pour rendre la chute plus intense. « Et ?» demanda Sarah. « Il est revenu dans un état d'excitation pas possible, avec le t-shirt et l'écharpe du club de Manchester. » Sarah et Dudley éclatèrent de rire. « Depuis, » conclut Harry, « il essaie de convaincre toute la famille que le football est aussi chouette que le Quidditch. Il nous y a fait jouer un dimanche. C'est vrai que c'est assez marrant, et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire participer les enfants. » « Il y a beaucoup d'enfants dans votre famille ?» demanda Sarah à Ginny. « Pas beaucoup encore, » admit celle-ci, « mais je pense que cela va rapidement évoluer. Pour le moment, seul l'aîné de mes frères a une petite fille de 2 ans et un bébé en route. Mais nous voyons aussi beaucoup mon filleul, qui a 4 ans et demi, » compléta Harry. « Il est orphelin et j'essaie de lui donner... » Il ravala in extremis son « ce que je n'ai pas eu » pour terminer de façon plus délicate. « La famille qu'il aurait dû avoir. »
Oh, le pauvre petit, compatit Sarah. La guerre? Oui, la bataille de Poudlard. La sorcière hocha la tête avec compréhension. Vous n'avez pas trop souffert de vos origines moldues à cette époque? Demanda Ginny. Une de mes camarades de classe m'a signalé auprès d'Aristote Brocklehurst, et on m'a fait parvenir un porte-au-loin pour que je puisse aller à ses cours. Son école était vraiment très bien, et je me sentais en sécurité en rentrant chaque soir dans le monde moldu. Je pense que j'ai été assez protégée. Elle regarda vers Harry, comme si elle brûlait de curiosité à propos de ce qu'il avait fait à cette époque. Mais elle était assez bien élevée pour ne rien demander. Ils se limitèrent au sujet léger tout le reste de la soirée, et se quittèrent enchantés de leur rencontre. Noël arriva la semaine suivante, puis ce fut le Nouvel An. Harry profita du mieux qu'il put de ces instants paisibles et familiaux, sachant que le début de la nouvelle année serait moins favorable à cet égard. Dès le 6 janvier, Ginny le quitta pour 2 semaines entières. Elle avait été conviée à un stage sportif durant lequel elle allait s'entraîner avec tous les joueurs pressentis pour faire partie de l'équipe d'Angleterre. Harry eut du mal à la laisser partir ce matin-là. Les journées qui attendaient la jeune femme seraient intenses, et il n'aurait sans doute pas l'occasion de communiquer durant ces 15 jours. « Je dois y aller !» finit par lui rappeler Ginny en le repoussant gentiment. « Bien, » se résigna-t-il. « Ah, dis bonjour à Olivier pour moi. Cela m'aiderait peut-être à me rappeler qu'on est du même bord pour cette fois. » Après un dernier baiser, elle disparut dans la cheminée, et il la suivit de peu pour se rendre au ministère. Le soir, il resta tard au QG pour finir un rapport, peu pressé de rentrer chez lui. Quand il ne trouva plus rien à faire, il n'eut pas le courage d'affronter sa maison vide et décida d'aller rendre visite à son filleul. Vu l'heure, il se ferait sans doute inviter à dîner. Il passa un coup de cheminée à ses elfes pour les prévenir, puis donna l'adresse d'Andromeda. Il débarqua dans l'entrée et lança un bonjour à la cantonade. Teddy arriva comme un balai de course de la cuisine, une serviette de table nouée autour du cou. « Tu manges avec nous ?» demanda-t-il manifestement ravi à cette idée. « Si cela n'ennuie pas ta grand-mère, » répondit poliment Harry en suivant l'enfant. Il sursauta en découvrant qu'Andromeda recevait une invitée ce soir-là. « Davenport » s'exclama-t-il surpris. « Rebonjour » dit sa collègue visiblement amusée par son étonnement. « Je ne veux pas déranger, » annonça-t-il en commençant à battre en retraite. « Ne dis pas de bêtises, Harry, assieds-toi, » répliqua posément Andromeda en faisant venir un couvert supplémentaire d'un coup de baguette. Un peu gêné, Harry prit place à table et se servit dans la soupière qui était devant lui pour rattraper son retard. « Tu te sens seul ce soir ?» demanda son hôtesse. « Oui, Ginny est partie ce matin. »« J'ai vu Molly cet après-midi, » continua Andromeda. « Nous nous demandions qui tu choisirais entre elle, Ron et moi pour ce soir. Je suis flattée que tu sois venu ici, même si je sais que la présence de Teddy y est pour beaucoup. » Davenport eut un petit rire, et Harry rougit, penaud de se découvrir aussi prévisible. « Ma maison est trop grande, se justifia-t-il. « L'école s'est bien passée, Teddy ?» demanda-t-il pour détourner l'attention. « J'ai eu un bon point parce que j'ai été sage, se glorifia l'enfant. Et puis j'ai gagné à attrape-soifle. »« Bravo !» le félicita Harry, content que les entraînements dont Teddy bénéficiait régulièrement le dimanche après-midi aient porté leurs fruits. Tandis que Teddy racontait ses petites aventures à Harry, Andromeda et son invité reprirent leur conversation sur ce qu'était devenue leur relation commune. Quand ils eurent terminé de manger, Harry proposa de coucher Teddy. Il supervisa le brossage des dents, puis lut une histoire à l'enfant. Celui-ci choisit le livre qu'Hermione lui avait offert 1 an auparavant, Rémus le loup-garou. Cet ouvrage ne faisait pas partie des contes favoris de Teddy, mais il le demandait régulièrement comme s'il avait peur de l'oublier. Harry ne savait pas ce qu'il comprenait ou ressentait à cet égard. Réalisait-il que son propre père avait subi l'ostracisme évoqué dans le récit ? Ou était-il juste intéressé par l'histoire qui parlait d'un loup-garou comme papa ? Harry ne posait pas la question à son filleul, laissant la grand-mère gérer cette délicate question. Quand il revint au salon, Andromeda montrait à son amie ses albums de photos. Tandis qu'elle allait embrasser son petit-fils pour lui dire bonsoir, Harry vint regarder avec curiosité les clichés de Ted Tonks jeune et de Dora enfant.
Malgré ses talents de métamorphomage, la sorcière restait très reconnaissable. Si sa couleur de cheveux et parfois la forme de son nez changeaient, on retrouvait son air espiègle et son sourire d'une image à l'autre. À son retour, Andromeda entreprit de raconter des anecdotes sur sa famille. Davenport narra à son tour des épisodes amusants arrivés à Dora quand elle débutait chez les Aurores. Harry compléta le tableau en expliquant dans quelles circonstances il avait rencontré la jeune femme la première fois. Sa collègue fut très intéressée par le récit de son départ de chez les Dursley pour se rendre Square Grimmauld sous bonne escorte. Ce qu'elle savait de la vie de Harry relativement à cette époque se limitait à ce qu'elle en avait lu dans les journaux. De fil en aiguille, le jeune Aurore se retrouva à lui raconter sa rencontre avec les détraqueurs dans le lotissement Moldu. À la fin de la soirée, il n'y avait plus ni Davenport ni Potter, mais seulement Janice et Harry. Ginny revint enchantée de son stage. Tout s'était bien passé et elle était désormais certaine de faire partie de l'équipe d'Angleterre. Elle devait cependant encore faire ses preuves pour ne pas être reléguée à une place de remplaçante. Pour se donner toutes les chances, elle s'entraînait comme une forcenée, faisait des heures supplémentaires dans la salle de sport, suivait scrupuleusement le régime composé pour elle par Natasha Winkler, l'infirmière, et restait à Holyhead pour se coucher tôt. Pour ne pas tourner en rond au Square Grimmauld, Harry reprit contact avec ses camarades. Il dîna avec Neville, revit Dean et Lee et passa du temps avec Owen qui venait de rompre avec Cathy et qui était de nouveau célibataire. Il invita Luna à manger au Square Grimmauld avec son père quand elle passa quelques jours en Angleterre. Ce fut un excellent moment, durant lequel il plongea dans les fantasmagories délirantes des Lovegood. Lorsqu'ils prirent congé, Harry songea que sans eux le monde sorcier ne serait pas ce qu'il était. Ginny, de son côté, fit de son mieux pour que son emploi du temps chargé coïncide le plus possible avec celui de Harry. Son fiancé n'appréciait pas outre mesure la situation, mais il comprenait l'obstination de la joueuse. Elle ne pouvait pas laisser passer sa chance, et il devait l'aider à la saisir comme elle le ferait pour lui si les rôles étaient inversés. Molly, par contre, trouvait que sa fille exagérait et que l'enjeu ne justifiait pas un tel abandon de foyer. Elle le fit plusieurs fois remarquer à Ginny, et Harry se retrouva à légitimer auprès de sa future belle-mère la négligence dont il était victime. Le sourire reconnaissant de son ami ne fut pas suffisant pour le réconforter complètement. Parfois, il se surprenait à penser que l'ancienne coutume qui gardait les femmes à la maison avait du bon. Pour les hommes. En février et en mars, Harry et son coéquipier travaillèrent avec la police pour faire tomber un réseau de baguettes magiques volées. Après la guerre, très affaibli par sa détention au manoir Malfoy, le vieil Ollivander ne créait plus qu'exceptionnellement de nouvelles baguettes. Sa boutique était toujours ouverte et on pouvait y acquérir ses anciennes créations, mais il avait été obligé de renouveler ses stocks avec des produits d'importation. Parallèlement, il formait un apprenti, mais celui-ci était encore loin du niveau atteint par son formateur. Des sorciers ayant perdu leurs baguettes ou venant en acheter pour leurs enfants avaient déjà fait des scandales en constatant que le vieil artisan ne leur proposait pas de produits qu'il avait lui-même fabriqués. Le marchand avait beau expliquer qu'il valait mieux une baguette moins prestigieuse, mais en accord avec la magie du sorcier qui l'utilisait, plutôt qu'une autre signée non accordée. Les gens n'en démordaient pas, rien ne valait une baguette Ollivander. Profitant des circonstances, des sorciers sans scrupules dérobaient des baguettes ayant été façonnées par le fameux artisan, et les revendaient fort cher au marché noir à ceux qui ne pouvaient pas nécessairement les employer, leur magie n'étant pas compatible. Le ministère avait jugé cette situation préoccupante et avait demandé aux Aurores de coopérer avec les policiers magiques pour mettre fin au trafic. Harry, utilisant ses capacités de camouflage, avait pris contact avec une série d'individus suspects auxquels il avait indiqué être intéressé par l'acquisition d'une Ollivander. Il avait fallu de nombreuses interactions, des rendez-vous inutiles et d'autres où on lui posa un lapin avant de se faire enfin livrer l'objet convoité. Sitôt que Harry l'eut en main et eut vérifié que c'était bien ce qu'il recherchait, il utilisa la sienne pour immobiliser son revendeur avec un sortilège du saucisson et fit venir Pritchard qui était resté en retrait. Ils transplanèrent au ministère et menèrent leurs suspects dans une des salles d'interrogatoire.
Il l'avait allégé de sa propre baguette, selon la procédure. Pour lui permettre de s'asseoir, Pritchard annula l'incarcérem en vue de le remplacer par un sort moins contraignant, ne lui liant que les bras. Le prenant par surprise, l'individu sauta sur lui dès qu'il fut libéré et lui arracha la baguette. Il se tourna ensuite vers Harry pour lui jeter un maléfice avant que celui-ci ne puisse l'attaquer. Le jeune Aurore esquissa un mouvement pour se défendre, mais il savait que c'était trop tard. De toute la force de son esprit, il hurla contre le rayon lumineux qui fondait sur lui. Un choc violent lui fit exploser la tête de douleur. L'instant d'après, il se retrouva assis par terre avec un terrible mal de crâne. Il supposa avoir perdu connaissance et s'empressa de lever les yeux pour analyser la situation, tandis que sa main droite se déplaçait instinctivement vers sa baguette. La conjoncture s'était nettement améliorée. Pritchard avait récupéré son bien et emprisonnait de nouveau le suspect qui semblait inconscient. Quand ce fut fait, il se tourna vers lui et parut soulagé de le voir réveillé. « Ça va » s'inquiéta-t-il. « Je crois, » affirma Harry. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Avant de lui répondre, Pritchard posa sa baguette sur la broche qui lui servait de badge de communication pour appeler du renfort. « J'ai commis une faute de débutant, » dit-il enfin, « et j'ai de la chance que tu sois mon partenaire. » Harry grogna. Soit il n'avait pas encore récupéré toutes ses facultés d'analyse et de compréhension, soit ce que venait d'exposer Pritchard n'avait ni queue ni tête. Il n'eut pas l'occasion de réclamer des éclaircissements, car Fawcett et Janice arrivaient en trombe, baguette au clair. « Un problème » demanda le commandant après avoir évalué la scène du regard. « Je suis trop bête » tempêta Pritchard. « J'ai libéré ce type sans me trouver à la distance de sécurité et sans vérifier que Potter pouvait me couvrir. Résultat, il m'a pris ma baguette et a attaqué Potter avec. Si Potter ne savait pas faire de magie sans baguette, on serait dans la merde. »« Quoi ? Je n'ai rien fait !» protesta Harry. « C'est lui qui m'a eu, » grimaça-t-il en se tâtant l'occiput. « Ton protégo était tellement puissant que vous avez tous les deux été projetés en arrière, » expliqua Pritchard. « Mais puisque je te dis que je n'ai pas eu le temps de le prononcer. »« Tu l'as pensé ? » ?»« Oui, mais... »« Sort informulé, » lui indiqua son partenaire. Harry cligna des yeux pour tenter de considérer cette hypothèse. Janice en profita pour s'agenouiller auprès de lui et lui examiner l'arrière de la tête. « Magnifique bosse, » commenta-t-elle. Elle appliqua sa baguette à l'endroit douloureux et murmura un sortilège de guérison. « C'est bon, tu ne saignes pas, » le rassura-t-elle. « Tu as encore mal ?»« Beaucoup moins, » l'informa Harry reconnaissant. « Tu veux dire que j'ai fait de la magie incontrôlée ?» demanda-t-il à son partenaire. « Non, puisque tu pensais à un sort particulier qui a bien été lancé, » le contredit Fawcett. « C'est incontestablement de la magie sans baguette. Il ne doit pas y avoir plus de 10 sorciers en Angleterre qui en sont capables, précisa-t-il, et encore moins en utilisant des sorts informulés. Joli coup, Potter. Il se pencha sur le suspect qui n'avait toujours pas repris conscience et l'examina. Harry put voir du sang qui dégouttait dans ses cheveux. J'espère qu'il ne va pas porter plainte pour attaque avec un sort offensif durant l'interrogatoire, s'inquiéta Pritchard. Si on précise que c'est un sort défensif lancé par Harry Potter, tout le monde s'étonnera que cet imbécile soit encore vivant, le rassura Janice.